C'est parti. Bon, bien, bonjour à tous. Merci Bonjour. d'être là aujourd'hui pour nous écouter, pour parler un peu du PMU. Donc, c'est pas souvent qu'on vient finalement au Devox pour parler un peu de ce qu'on y fait. Là, aujourd'hui, le sujet qu'on vous propose, c'est de parler de la donnée. Qu'est-ce qu'on y fait autour de la donnée temps réel au PMU? Donc, je suppose que vous savez que le PMU, c'est un opérateur de paris hippique. Et donc, finalement, on va rentrer un peu dans ce détail de comment on agrège la donnée, qu'est-ce qu'on en fait en temps réel et pas en temps réel. Donc, et notamment sur AWS. Pour se présenter brièvement, donc moi c'est Anthony Hiver, je suis CTO au PMU et donc j'ai notamment travaillé sur ce sujet-là. Et donc Maximilien Leboteux, DevBack. Je travaille sur ce projet-là depuis à peu près 3 ans. Et donc je suis au PMU depuis 3 ans et je travaille aussi pour Carbon IT. Petite retranscription. Au menu du jour, donc on va très rapidement parler du PMU, donc juste plutôt pour donner le contexte du projet et pourquoi on vous présente ça aujourd'hui, pourquoi on en est arrivé à travailler sur ce sujet-là et d'où on part, qu'est-ce qu'on a mis en place et finalement une petite projection sur qu'est-ce qu'on fera demain puisque le sujet ne s'arrête pas là évidemment. Pour rentrer dans le vif du sujet, le PMU c'est quoi, c'est qui? Alors évidemment, c'est pas qu'un bar tabac, mais au-delà de cette phrase, c'est un opérateur de paris hippique qui fait déjà pas que du pari hippique, mais également du sport et du poker. C'est, comme je le dis assez souvent, une vieille boîte très moderne. Donc c'est une entreprise qui existe depuis 1930 pour ceux qui ne le savaient pas, et donc qui depuis finalement a continué à moderniser son système d'information encore aujourd'hui. Au travers de le pari déjà est un produit digital, donc évidemment toute l'orchestration des systèmes de jeu, de paris sportifs assez compliqué avec un peu de volumétrie, et notamment une data très précise qui doit être donnée aux parieurs, aux joueurs pour pouvoir réaliser leur plaisir. Pour donner quelques chiffres sur le contexte du projet, en fait, pourquoi on en est arrivé là? On y reviendra un peu après, mais est-ce que vous saviez qu'on a une course hippique toutes les 15 minutes en France, à peu près? Juste pour donner la temporalité de l'activité qu'on a quotidiennement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très impactant pour la gestion de la donnée qu'on a nous au quotidien dans l'acquisition et dans la distribution. Un autre chiffre, 70 000 courses dans le monde par an, à peu près 18 000 en France. Donc là, c'est également de la même manière, hein, le PMU, c'est une entreprise en France, mais aussi à l'international. On fait beaucoup de trafic à l'international, et donc à ce titre-là, on est obligé de travailler avec l'intégralité des pays dans lesquels on est distribué, vendu, et de même, on est obligé de collecter cette donnée pour la redistribuer. Donc ça, c'est un chiffre qui, pour nous, est assez conséquent en termes de trafic quotidien. Et puis finalement, le cœur de notre système, c'est le pari hippique. Et donc là, un exemple de volumétrie, c'est 4,7 millions de paris par jour. Donc ça, c'est évidemment, c'est plutôt une charge en pic. Enfin, quoi que non, c'est en moyenne. Mais donc voilà, ça donne un peu la tonalité du besoin en données qu'on a autour de ces sujets-là. Donc là, c'était pour poser un peu le contexte. Mais finalement, le besoin d'un joueur, d'un parieur, c'est de parier sur des chevaux. Un cheval, c'est quoi? Qui sait me dire aujourd'hui comment on reconnaît un cheval? Et ça, pour un parieur, en fait, c'est bête, mais ça paraît évident. Mais il faut pouvoir reconnaître un cheval partout dans le monde. Et ça veut dire quoi, reconnaître un cheval? C'est être sûr qu'il a bien participé à toutes ses courses, qu'il a été toutes ses courses en France, dans le monde. Donc un cheval va également à l'étranger. Qu'il est né à la bonne date, qu'il avait tel père, telle mère, qu'il a telle performance. Et ça, c'est assez difficile parce qu'en petite anecdote, il y a beaucoup de chevaux, donc beaucoup d'éleveurs qui nomment systématiquement un cheval sur toute la généalogie. Donc le père s'appelait un tel, le fils s'appelle un tel. Et du coup, comment nous, on travaille là-dessus, avec évidemment des orthographes différentes suivant les pays, beaucoup de mise en qualité qui est nécessaire. Et c'est ça qui nous a amené à refondre un des projets les plus ambitieux du PMU, qui était la refonte totale de notre système d'information hippique. Repartir de zéro sur un système assez ancien pour reproposer quelque chose de totalement nouveau et beaucoup plus qualitatif pour l'intégralité de nos parieurs. Mais si c'était que ça serait finalement assez simple. Le PMU est aussi en pleine transformation depuis maintenant alors 4-5 ans. Le PMU a décidé de revoir totalement son système d'information en quasiment repartant de zéro. Et ça, c'est assez facile de le dire,
mais c'est beaucoup plus compliqué de le projeter sur une trajectoire. C'est facile de faire une architecture en fait en partant de zéro. Bah oui, je veux exposer de la data, pas de problème. Par contre, dans un système d'information en totale refonte, en microservices sur AWS, aussi bien les moteurs de jeu, aussi bien je sais pas, le SI Finance, le SI RH, toute la partie exposition en ligne, en point de vente, les bornes, les terminaux, bref, la totalité. Ben, c'est beaucoup plus difficile de se projeter dans une réalisation en conservant notre stabilité de service, nos performances et toute la sécurité qui va avec. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Dans un contexte en plus international. Donc là, on le sait assez peu. Le PMU est présent dans plus de 50 pays avec 110 partenaires. Donc il n'y a pas que la France. Et donc, quand on parle de données hippiques, on parle bien de données hippiques qu'on consomme et surtout de données hippiques qu'on partage avec l'intégralité de nos partenaires internationaux en temps réel, et pas que en Europe, hein, ça peut être en Chine, en Australie, aux États-Unis, donc avec les temps de latence réseau qui vont bien, la complexité de distribution, le cache, etc., etc. J'essaie d'aller vite sur cette partie-là pour avoir plus de plaisir sur la partie technique. Il y a aussi un truc sympa qu'on oublie, c'est qu'une course, on se lève pas le matin en se disant tiens, je vais faire quoi comme course aujourd'hui sur quel hippodrome. C'est un long processus. Un long processus. Voilà, merci. Un long processus qui démarre presque un an avant. Donc on définit ce qu'on appelle le calendrier des courses, avec une validation multi-opérateur. Donc nous, le PMU, on décide de vendre tel cours, de le distribuer à partir d'un planning que proposent les hippodromes. On se met d'accord pour organiser tel ou tel événement. Donc ça, même dans le mois d'avant, puisque nous également, on va vendre ces courses à l'international. Donc on a vraiment une séquence commerciale presque de gestion qui est assez longue et compliquée, comme n'importe quelle entreprise. Ça s'accélère à J-2 finalement. On stabilise ce qu'on appelle un programme des courses. Ce programme des courses, il est défini avec les chevaux qui vont participer sur quel hippodrome, quand, avec quel jockey, proposé par quel entraîneur. Je dis tout ça parce que ça fait quand même tout un tas de données, hein, vous vous en rendez compte. Et puis ça s'accélère encore plus à J-1, on ouvre la vente. Et après, tout au long de la journée, on a vraiment une actualité en temps réel. La course, bien avant le départ de la course, on a ce qu'on appelle le calcul des rapports probables en temps réel avec la prise de pari. La course part. Et là, on ne peut plus prendre de pari, mais on a encore des éléments qui se passent. Un jockey qui tombe, un cheval qui finalement décide de ne pas partir, même un cheval qui tombe. Donc on a beaucoup de choses qu'on doit distribuer presque dans la milliseconde à tous nos opérateurs, à tous nos partenaires, pardon. Puis à la fin, on a une mise en paiement. Bon, ça, c'est la partie que vous préférez. C'est quand on a gagné, on vient récupérer son argent dans les 3-4 minutes à la fin de la course. Donc on se rend bien compte que finalement, le critère principal d'une prise de pari, c'est la data. On ne peut pas prendre un pari, que ce soit un pari épique, un pari sportif, si on n'a pas de données, si on ne sait pas quand Mbappé a mis son dernier but, on a du mal à prendre un pari, on ne sait pas comment se positionner, comment jouer. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a fait? Je le rappelle, on a 70 000 courses partout dans le monde tous les ans. On a une course toutes les 15 minutes. On s'est dit, si on veut vraiment offrir un service de qualité à tous nos parieurs, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, quelque chose d'assez simple. Il suffit juste de consommer toutes les courses du monde. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. On se branche à l'intégralité de nos partenaires pour acquérir, alors parfois à froid, parfois à chaud, suivant nos contraintes et contrats, toutes les données de toutes les courses de tous nos partenaires, et pas que dans le monde, pour avoir un data lake mondial d'informations épiques. Et surtout, de qualité. Ce qui aujourd'hui paraît évident, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas, puisque, je ne sais pas, pour un grand prix particulier, un cheval va venir spécifiquement d'Allemagne, il ne va pas toujours être connu, ce n'est pas toujours évident. Là, on repart de zéro, on recommence, on consomme tout, on agrège, on compile, on met en qualité, on distribue. Ça, c'est la promesse de valeur. Je pense que je suis dans les temps. Et là, on rentre un peu plus dans le détail. Dans le détail avec une vue macro. Donc là, la promesse, c'était justement de se dire, bon, alors on a quand même des besoins très différents. On a un besoin de mise en qualité de la donnée, donc avec une couche vraiment référentielle de données, en consommant toutes les courses du monde, puisque finalement, on consomme surtout pour des courses à venir, donc pas le jour même. On a évidemment consommé... Un cheval, ça court à peu près tous les 15 jours, ou toutes les semaines, suivant les types de courses.
Donc on s'est dit, on n'a pas besoin d'avoir du streaming de consommation en temps réel. Voilà. Là, on récupère naturellement plutôt par batch ou par API. On crunch vraiment cette donnée, on corrige les problèmes. Typiquement, je prends le cas d'un cheval un peu connu pour ceux qui font du Epic, Ready Cache. Il y a des pays, par contrainte technique, qui vont mettre ready.cache, ready_cache, ready espace cache, r.cache. À nous, il faut bien qu'on se débrouille avec ça. Puis en plus, son père s'appelait Ready Cache. Avec ça, on est quand même bien avancé. Donc là, c'est vraiment de mettre en cohérence cette donnée, essayer de rapprocher toutes les informations et de dire voilà, Ready Cache, c'est Ready Cache. Je fusionne tous les chevaux qui me semblent être les mêmes. Je détecte des anomalies d'impossibilité de rapprochement pour faire du traitement manuel via la couche intermédiaire qu'on appelle ici data management, qui va vraiment faire de la remédiation de données. Évidemment, si on pouvait tout faire en automatique, on le ferait. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a des cas où le rapprochement est juste impossible parce qu'on n'a ni le père ni la mère, pas de date de naissance, juste un nom, les jockeys on ne les connaît pas. Donc là, anomalie détectée, on corrige à la main, on fusionne et c'est recrunché en continu pour le lendemain. Donc là, c'est vraiment pour constituer un référentiel de données hippiques, donc les chevaux, les humains, donc les jockeys, les éleveurs, les entraîneurs, les hippodromes, qu'est-ce qui s'y passe, quand, pour le proposer pour les courses à venir. Ça, c'était la partie facile, si on veut. Vient au-dessus la partie temps réel. Évidemment, la course, elle démarre, on veut être sûr de proposer cette donnée de qualité avec les chevaux qu'on a déjà mis en qualité, qu'on veut exposer sur tous nos canaux. Donc on a l'obligation finalement de réconcilier cette donnée froide avec cette donnée chaude en temps réel, mais sur finalement des informations qui nous arrivent en temps réel fausses. Je vous ai parlé du ready.cache, nous il nous arrive ready.cache, en fait c'est ready espace cache. Comment je récupère ma donnée dans mon référentiel dans la milliseconde en continu pour la mettre en cache, pour l'exposer pour nous-mêmes et pour nos 110 partenaires internationaux. Donc ça on le fait via de la réconciliation de données au milieu, avec deux modes d'exposition. On offre un mode streaming à nos partenaires internationaux, donc un Kafka ouvert sur Internet, évidemment sécurisé, avec du filtrage de données temps réel vis-à-vis des contrats, et un mode API qui dispose exactement des mêmes règles, extrêmement sécurisé également, pour, encore une fois, nous-mêmes et nos partenaires externes. Cette contrainte de faire la même chose pour nous que pour les autres, elle est chouette en vrai, puisque du coup, on est obligé d'avoir une vraie mise en qualité, puisque sinon, elle est mauvaise pour nous, elle est mauvaise pour les autres. Évidemment, là-dessus, on a un petit back-office de gestion pour la partie remédiation, mais on a aussi un portail pour nos partenaires internationaux. Ils veulent voir vraiment cette donnée de qualité, ils veulent pouvoir vérifier qu'on fait de la qualité en temps réel, mais aussi parcourir notre data lake pour vérifier que voilà, tout est nickel. Est-ce que là-dessus, déjà, bon, répondez pas à la question, mais j'espère que c'est clair, il y aura des questions à la fin. Sur la partie data, pour rentrer un peu dans le détail, on a décidé de ne pas trop se prendre la tête et d'aller sur quelque chose d'assez simple et assez classique, par choix. Donc un pattern de transformation de la donnée qu'on voit un peu partout, donc plusieurs étapes. On prend de la donnée brute, on la nettoie, on transforme pour avoir des objets métiers cohérents, et on la publie au sens sur une base de données PostgreSQL, on y reviendra peut-être après, pour la distribuer plus facilement. Ça, c'est la partie simple, avec nos 70 sources en consommation. Alors, actuellement, on n'en a qu'une douzaine, mais l'idée, c'est voilà, d'aller jusqu'à nos 110 partenaires. Et on publie l'intégralité de ces informations. Là-dedans, là où ça se complique, c'est de la modifier, cette donnée. Et c'est là où ça changeait totalement le pattern. C'est-à-dire que je vais continuer de consommer de la donnée froide, mais je l'ai modifiée entre-temps. Et donc, je dois réconcilier cette donnée en source fausse qui m'arrive, puisque je l'ai déjà mise en qualité, tout en ayant une gestion d'erreurs. Le cloud, c'est sympa, mais c'est soit par nous-mêmes, soit par d'autres, pas toujours fiable. On a été obligé de prévoir aussi, je sais pas moi, de la sauvegarde restauration. Si jamais je fais un restore, mais que j'ai modifié la donnée, j'ai fusionné des chevaux, comment je vais récupérer l'intégralité de mon histoire en y intégrant toutes les fusions et les corrections que j'ai pu faire. Donc là, on est vraiment rentré dans quelque chose d'assez assez difficile à appréhender. Donc d'un point de vue technique, je vais zoomer avec mes yeux, on est parti là-dessus. Donc on a différents moyens de consommation. Soit de l'EC2 classique, soit de la lambda. Pourquoi des choix différents? Plus par rapport à un aspect FinOps. Il y a des sources qu'on consomme en temps réel, plutôt les sources françaises, où là on a vraiment une application qui tourne en continu pour récupérer tous les événements.
on est sur à peu près 2-3 000 événements par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une quantité de données assez conséquente puisque le poids des informations est assez conséquent. Et pour d'autres, on a plutôt un mode lambda où là on va récupérer par batch plutôt les données étrangères pour les déposer sur un S3 et ensuite c'est là où AWS Glue, donc le composant de traitement de la donnée, intervient pour réaliser toutes ces étapes. Donc le raw, le transform, enfin le clean, le transform et la publication. Orchestré par Step Function sous des formats Parquet. Donc finalement l'architecture physique elle est pas hyper compliquée. Toute la complexité elle est finalement dans Glue pour cruncher cette donnée en Spark et donc en Scala d'ailleurs pour voilà, la mettre en qualité. Publier dans une base Postgre et après une exposition d'API assez simple ou alors pas dans ce cas-là, mais dans ce que vous présentez à Maximilien après, ou un mode Kafka, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi ces choix on pourrait en discuter probablement pendant 1000 ans, et même après sur le stand si vous voulez. Glue, ça nous a permis d'avoir c'est ce qui est marqué en bas, quelque chose d'assez optimisé d'un point de vue financier. Un composant serverless de traitement de la donnée, avec un lancement assez rapide, moins de 10 secondes je crois, pour vraiment réduire nos coûts de traitement de la donnée. Encore une fois, un cheval ne court que tous les 15 jours. On n'a pas besoin de faire toujours du temps réel. On est parti là-dessus. Ça se lance 1 à 2 fois par jour. On met tout en qualité et c'est stocké en base, en cache, pour une durée assez longue pour la journée. Donc là, on a pu vraiment réduire nos coûts d'infrastructure assez drastiquement en maîtrisant une couche d'exposition donc via l'API Gateway. Cette partie-là, elle n'est pas à minimiser, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'API Gateway chez nous, le filtrage est vital, puisque évidemment nos partenaires internationaux, ils ont des contrats particuliers avec nous, ils décident de consommer que certaines données et pas d'autres. Donc on a ici une vraie couche de filtrage en temps réel en fonction de ce qu'on veut vendre et de ce sur quoi on s'accorde. Ça, c'est vraiment la partie qui pour nous a été très compliquée. Et après, je crois que c'est ton tour, Maximilien. Je vais essayer. Donc merci. Donc Anthony vous a présenté jusqu'à maintenant donc tout le pipeline data. Comme il vous a dit, on consomme énormément de sources différentes. Consommer plein de sources différentes avec des problématiques, c'est qu'un cheval peut courir dans plusieurs pays et va avoir, comme il le disait, avec l'exemple de Redicache, des noms qui peuvent être relativement similaires, un tout petit peu différents. Parfois, c'est vraiment deux chevaux différents. Parfois, c'est le père et l'enfant. Parfois, c'est le même cheval. Et donc, il va falloir identifier ces cas-là et pouvoir être capable de les remédier. Les remédier, c'est avoir un back-office de remédiation qui va permettre donc de voir quelle est la donnée en base et de pouvoir la modifier et réingérer cette donnée au final comme une source de données comme les autres. Ainsi, quand vous l'avez modifiée, vous déclenchez donc côté back, nous on va déposer l'information dans un S3, on déclenche une lambda et cette lambda-là va venir alimenter la base de données des pipelines Glue. Comme on vous l'a dit, ça peut représenter également énormément de quantité de travail. Il y a beaucoup de chevaux qui courent, et si on demande à des opérateurs de modifier toutes ces données-là à la main, il y a un moment où ils vont nous maudire. Et donc pour ça, je pense que dans la dernière partie, Anthony proposera des solutions d'amélioration de cette problématique. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est la problématique de la data. Donc notre problème était simple. On veut avoir la meilleure qualité au niveau mondial, puisque la France est l'acteur mondial sur les courses hippiques, et on veut consommer toutes les données du monde. Mais on veut aussi refaire l'ensemble de notre SI. Ce qui amène une autre problématique. Mécaniquement, on a vu la partie data, mais il va falloir aussi qu'on serve en temps réel cette donnée-là. Et pour servir cette donnée, on a imaginé une autre partie, donc c'est un peu ce que vous présentez, on oppose souvent deux parties, référentiel opérationnel, données froides, données chaudes. Données froides, c'est les données du cheval en tant que tel, quand est-ce qu'il a couru, nous on appelle ça sa musique, quels sont ses résultats en quelque sorte, quelles sont ses performances par rapport aux autres chevaux, pour permettre à nos parieurs de prendre des positions qui sont les plus éclairées possibles. Mais l'orchestration de la course, c'est suivre la course en temps réel et être capable de communiquer cette information à la fois en interne au PMU, mais aussi à l'ensemble de nos partenaires. Pour ça, on a une autre partie, donc la base chaude, opérationnelle, on la nommera comme on veut, qui se compose de 3 sources.
les informations qui viennent de nos hippodromes, l'info course pro. Donc si on revient sur la présentation un peu de la donnée qui vous a été faite au début, c'est on a un programme, un calendrier. Ce calendrier est précisé au fur et à mesure des jours. Et 2 jours avant la course, on nous dit, bah voilà, il y aura telle course, tels chevaux qui vont concourir. Mais le PMU, ce n'est pas que des chevaux qui courent dans des hippodromes. C'est aussi prendre des paris sur ces chevaux. Pour prendre ces paris, on a une autre source de données qui va être ce qu'on appelle l'offre de paris. Cette offre de paris est définie par le PMU. PMU qui va synthétiser, enfin qui est l'opérateur de paris et qui travaille pour ceux qui organisent les courses, qui sont le trot et le galop. C'est-à-dire que les hippodromes et toute la structure des hippodromes leur appartient, et nous on est l'opérateur de paris qui derrière va permettre de prendre ces paris. Donc pour nous, l'offre de paris est une source de données, et une fois qu'on a une offre de paris et des informations sur les courses, il faut pouvoir prendre des paris dessus. Nous, le projet qu'on vous présente actuellement n'est pas l'organisation de la prise de paris en tant que telle. C'est comment est-ce qu'on transmet cette information. Et donc, on va transmettre l'information des codes des paris en temps réel. Et une fois que la course est terminée, le résultat des paris qui ont été pris et qui va déterminer qui doit être payé ou non. Donc, 3 sources, à chaque fois le même mécanisme. Un listener connecté à la source qui récupère l'information, qui va la mettre un peu à notre sauce, qui va la transmettre via un Kafka à une autre brique d'enrichissement. Enrichissement parce qu'on a une équipe data qui veut harmoniser la donnée au niveau mondial et donc dire que tel code, je ne sais pas, le nom du sexe de cheval, il va avoir un nom en français, un nom en anglais, un nom en espagnol, enfin plein de langues différentes. Et donc on va pouvoir enrichir la donnée pour donner une donnée de meilleure qualité que celle qu'on a reçue à l'origine. Derrière, une fois que la donnée est enrichie, on va la communiquer vers une zone de publication. Cette zone de publication va permettre de diffuser l'information via 2 sources, directement par Kafka. Donc, on peut avoir des consommateurs internes qui vont se connecter à nos Kafka, mais également des connecteurs externes qui vont récupérer cette information en temps réel pour la diffuser et éventuellement prendre des paris dessus derrière. Mais la diffuser en temps réel n'est pas suffisant pour nous. On doit aussi avoir la capacité de diffuser cette information via API, et c'est pour ça qu'on a un API Gateway qui est dessiné ici. L'information, donc, pour les besoins de l'API Gateway, est stockée en base, et donc c'est pour ça qu'entre la couche d'enrichissement et la couche de publication, on a une base de données. On communique, comme je vous le disais, vers 2 sources, source interne, source externe. Donc le PMU en général, on sera demain la donnée référentielle en termes hippiques, donc tous les consommateurs internes et externes viendront récupérer les informations sur les courses, l'offre de paris et sur les cotes en temps réel. Tu veux intervenir ? Je vais juste compléter un point sur la notion d'info-course pro. Pourquoi aussi on a besoin de streaming à ce niveau-là? C'est parce que on a jusqu'à donc 2000 transactions secondes, ce qui fait quand même un volume assez conséquent, et on expose aussi à nos partenaires ce qu'on appelle l'information mutuelle, donc les cotes, qu'on recalcule en temps réel à chaque pari. Et c'est là où finalement on a un volume de données considérable, qui dit 800-900 paris par seconde égale 800-900 recalcul de la cote en temps réel pour le distribuer à nos partenaires internationaux. Et là, ça fait quand même du boulot en termes d'infrastructure, de gestion, de robustesse, de stabilité. L'enrichissement, si la couche d'enrichissement prend plus de 300 millisecondes, c'est trop tard. C'est même plus la peine de l'exposer, c'est foutu. Un partenaire, la course sera déjà partie, et finalement, on aura déjà passé le cadre d'une course. Donc voilà, c'est vraiment la couche, c'est vraiment la partie vitale du système d'information hippique, finalement, c'est de croiser cette donnée froide avec la donnée chaude en y intégrant l'information mutuelle dans une latence inférieure à 500 millisecondes, voire la seconde pour certains partenaires en fonction de, je sais pas, par exemple en Italie, ils ont moins de contraintes, mais voilà, c'est vraiment dans les 500 millisecondes. Et donc on a vu la partie logique, quel était le type de données qui allait transiter chez nous. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on le fait. Comme c'est dit dans le titre de la présentation, donc nous on est sur AWS en grande partie. On avait un legacy historique qui a été transféré petit à petit sur AWS, et ce projet-là est directement parti sur AWS. On fonctionne actuellement sur des EC2 pour la partie back. Donc moi je suis développeur back, Spring Boot. On est plutôt en Java au PMU. La plupart de nos backs sont en Java, sauf les plus anciens qui peuvent être jusqu'en COBOL. Mais
on essaye de les cacher petit à petit. On se moque pas. C'est pas drôle. Donc on retrouve les couches qu'on voyait tout à l'heure, listener, enrichissement et derrière la couche d'exposition. À chaque fois, donc EC2, peut-être que demain on aura d'autres solutions. On vous parlera en fin de séance pour vous expliquer quel est le futur de notre projet et vers où on s'oriente. Tout est déployé via du Terraform, donc on a une équipe qu'on appelle CCOI qui va permettre de mettre à disposition des briques qui vont permettre de déployer tel ou tel type de composant, une system team qui va nous aider à mettre en place le déploiement en tant que tel, et derrière nous on peut intervenir aussi en faisant à la fois du back mais aussi parfois un peu d'infra sous la direction bienveillante de la system team. Donc nos EC2 communiquent généralement avec des Kafka. Une fois qu'on a enrichi la donnée, on vient l'enregistrer dans une base Dynamo. Pourquoi Dynamo? L'avantage, c'est qu'on a une base colonne. Derrière, on peut avoir du streaming. Donc, on a une couche qui va récupérer l'information à chaque fois qu'on va enregistrer une nouvelle donnée dans notre base de données et qu'elle aura été travaillée et qu'elle sera propre. Le streaming va permettre de réexposer cette donnée en temps réel à nos partenaires, là encore en le réenvoyant sur un Kafka qui sera à disposition de nos partenaires. En sachant que pour la partie sécurité, on a un back-office de gestion de nos utilisateurs qui est connecté à un Salesforce qui permet de gérer de manière dynamique nos utilisateurs et qui va permettre de leur donner accès à notre Kafka et à la partie API Gateway. Toujours avec le même certificat. Ils vont pouvoir utiliser ce certificat dans les deux cas. Sur la consommation externe, donc on a plusieurs types de consommation. Du Kafka classique avec des consommateurs. On peut avoir aussi des appels REST, parce que ça peut répondre à deux types de besoins. On va avoir des consommateurs qui vont vouloir avoir la donnée en temps réel et la diffuser en temps réel, et d'autres qui vont vouloir se constituer des bases de données pour récupérer des historiques, que ce soit sur la partie opérationnelle, donc pour avoir l'avenir en quelque sorte, mais aussi sur la partie référentielle, pour récupérer l'ensemble des informations relatives aux courses. Quelques chiffres aussi. On a fait le choix de segmenter notre donnée déjà dans les topics Kafka. Donc on a environ 8 topics Kafka par partenaire. Tout simplement au départ pour des raisons aussi contractuelles. On expose par exemple de l'information mutuelle à certains partenaires, mais d'autres vont vouloir consommer nos replays en vidéo, l'information éditoriale. Donc on est assez large. On a fait le choix de faire 8 topics par partenaire. Je vous laisse calculer avec nos 200 partenaires en cible. Ça fait quand même beaucoup de topics à gérer sur notre Kafka. Si je rentre un peu en détail avec la gestion des partitions, la gestion de la volumétrie, la gestion des offsets, la gestion du backup et restore. Donc là, on rentre dans des détails techniques qui finalement nous ont pris énormément de temps à stabiliser, puisque il faut penser à tous les cas et tous les cas les plus graves. Et donc voilà, c'est là-dessus où MSK sur AWS, ça nous a apporté beaucoup de souplesse et aussi beaucoup de contraintes, en vrai, qu'il a fallu gérer au fil du temps. Une des problématiques principales, donc, c'est qu'on a beaucoup de consommateurs. Des consommateurs sur différents types de données, donc de la donnée via API REST ou de la donnée via du Kafka. Sur la partie Kafka, on utilise du Avro, donc des schémas versionnés. Et la question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on va permettre à tous nos clients d'avoir connaissance de des contrats d'interface qu'on va mettre en place, donc que ce soit en interne ou en externe. Là-dessus, on a fait le choix d'avoir un portail web d'API, donc qui va permettre de diffuser nos contrats d'interface à l'ensemble de nos consommateurs internes ou externes via une gestion de droit. Et pour la partie API REST, je pense que c'est plutôt du classique. Ça ressemble à du Swagger. On est en Open API. On déclare nos contrats d'interface. Petite particularité, on essaye d'être en design first, c'est-à-dire qu'on essaye de d'abord designer nos API. On essaie toujours, mais on y arrive petit à petit. En gros, on design d'abord nos API, puis la vraie vie fait qu'on les modifie, mais ça c'est un autre problème. Mais donc, on a une partie de design qui va permettre de générer des bouchons, qui va permettre aussi à nos fronts internes ou à nos consommateurs internes de prévoir les contrats, de déjà commencer à développer, puisque les contrats d'interface sont faits. Et ça va permettre également à nos utilisateurs externes également de développer en avance de phase. Le point sur lequel on voulait insister un peu plus, c'est la partie Async API. Donc on vous a dit, on utilise du Kafka dans lequel transitent des messages Avro. Ces messages Avro sont versionnés. On utilise pour les versionner un schéma registry, donc de Confluent, qui permettent d'enregistrer l'ensemble de nos schémas.
Ces schémas-là donc, sont publiés par nous. On essaye aussi d'avoir la même philosophie de Design First. Et donc, on va les documenter via de l'Async API. Et c'est là qu'arrive un peu le contrat d'interface. Donc, ça ressemble un petit peu à ce que fait du Swagger. Il est parti. Il reviendra. Il ne reviendra pas. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en OpenAPI et ça nous permet, nous, de ne pas avoir à rédiger 2 fois nos documentations puisque l'Async API a la capacité de directement se connecter, de récupérer l'information des schémas qui sont publiés sur nos schémas registries et donc on peut communiquer une information jolie à regarder en quelque sorte comme Swagger nous le propose. Ça, c'était un vrai pari d'avenir, hein. Et c'est presque un conseil en sortant de cette présentation. C'est qu'à 5 API, quand on s'est lancé là-dessus, ça fait, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça fait moins d'1 an, quelque chose comme ça. On s'est dit ça va devenir un standard, c'est évident, c'est tellement proche d'OpenAPI, c'est tellement bien formaté, facile à expliquer, à exposer, tout est présent dedans, c'est une belle documentation. Et en plus, on peut faire comme OpenAPI de la génération de code, enfin, du moins soit du design first, soit du code first. Finalement, on s'est dit, il faut tout de suite partir là-dessus. Et c'est en retour d'expérience, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que déjà, tous nos partenaires nous disent super, franchement, merci d'avoir un truc clair, exposé sur Internet pour pouvoir le consommer, assez facile à comprendre. Et puis pour nous, ça nous permet aussi de bien documenter nos contrats interfaces, de gérer le versionning, hein. 200 partenaires, on ne va pas demander à nos 200 partenaires, mardi 27, vous passez en V2, c'est impossible. On est obligé de gérer une montée de version progressive et de leur laisser le temps de passer d'une version 1 à une version 2 en fonction de leur propre rythme à eux pour ne pas impacter leur business. Donc ça, c'est vraiment on est super content de cette partie A5 API. Alors Avro ou pas Avro, on pourra en parler pendant 1000 ans, mais la partie A5 API est vraiment bien. Et pour la détailler un peu plus, donc sur la gauche, vous avez un schéma Avro très très simple qui permet de voir à peu près à quoi ça ressemble. Et on a là aussi essayé d'être en mode design first, dans le sens où on s'est créé un petit repo Git sur lequel on va publier nos schémas. On va pouvoir avoir une traçabilité de l'évolution des schémas, puisque un des gros problèmes des portails d'exposition de cette donnée-là, c'est la traçabilité et les modifications qu'on fait au cours du temps. L'avantage de Git, c'est qu'on a un suivi, on a des MR, on a des merges. À chaque fois, on voit exactement ce qui a été modifié entre le stade 1 et 2 et entre nos différents tags. Ce schéma, une fois publié, on a un système qui permet de valider sa syntaxe, valider sa compatibilité. Je vous parlais de compatibilité. Le schéma registry permet de vérifier que le type de schéma que vous allez publier, la nouvelle version, est compatible avec l'ancienne, selon différents types de compatibilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail des types de compatibilité, mais je vais vous expliquer notre problématique. Nous, on a potentiellement plus de 110 partenaires à terme qui vont être connectés chez nous. Il va falloir qu'on puisse mettre à jour nos applications et donc nos schémas au fur et à mesure du temps, mais sans casser leur prod à eux. Pour ça, on a une compatibilité qui s'appelle Forward, qui va permettre de s'assurer qu'on puisse mettre à jour nos producers sans casser leurs consommateurs. C'est quelque chose qu'ils vont prendre en compte dès le départ parce que ça va avoir des impacts sur la manière dont on va développer derrière. Derrière, une fois qu'on a notre schéma, on va pouvoir générer des POJO. Ça va nous permettre, nous, DevBack, de s'amuser avec et de les utiliser dans nos API, que ce soit sur la partie consumer ou producer, puisqu'on va être consumer de certains de nos topics et producer de d'autres. Et ça va permettre aussi de publier en amont, dans le schéma registry, les nouvelles versions. Ainsi, on va décorréler la publication et la gestion du schéma de ce qui se passe directement dans nos applications. Et on va l'anticiper au moment des mises en prod. Un dernier petit point sur lequel on voulait faire un retour, c'est un rec sur la partie DynamoDB. C'est une base colonne, ça ressemble à du NoSQL, c'est cool, ça donne envie. On est libre, il y a du partitionnement, de la scalabilité, ça va vite. Lorsqu'on est en fonctionnement clé-valeur, c'est top. Rien à dire là-dessus. Par contre, on a pu rencontrer quelques points qui nous ont posé des soucis. La gestion de la migration, même si c'est en train de s'améliorer, aujourd'hui Liquibase permet par exemple de faire de la migration sur la partie DynamoDB, mais dans un premier temps c'était une phase un peu compliquée. Enfin, prévoir les migrations qu'on allait faire lorsque nos objets évoluent. Autre problématique, c'est la partie API. Nous, on sert des API qui sont parfois complexes. Dans certains cas, c'est suffisant. Dans d'autres cas, quand on sort du clé-valeur et qu'on veut avoir des queries spécifiques avec beaucoup de critères de recherche
Et beaucoup de données qu'on va remonter, on va avoir des limites qui sont de l'outil. Par exemple, lorsque vous faites une query sur Dynamo, vous ne pouvez pas remonter plus de 1 méga d'informations en une fois. Quand vous allez commencer à paginer l'information, vous risquez d'avoir la problématique de remonter cette information dans votre bac pour pouvoir gérer la pagination, ce qui est juste horrible. Donc on est en train de se poser des questions sur cette partie-là. Ce qu'on aurait dû faire là-dessus, effectivement, c'est ce qu'on s'était dit finalement, mais on ne l'a pas fait pour des raisons presque économiques au FinOps. On aurait dû faire une base à côté encore, donc une troisième base en complément de Dynamo pour vraiment récupérer cette même donnée, pouvoir servir des API facilement, mieux maîtriser les schémas, etc. En vrai, on aime bien quand même les choses simples. Donc là, plutôt que de se dire on va rajouter encore une autre base, on se pose plutôt la question de rester simple et de se dire bon bah voilà, c'est quoi notre effort de migration de basculer sur Dynamo vers autre chose? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue économique, infrastructure, un peu Green IT quand même? On fait pas ça pour... Enfin, c'est facile de faire des bases dans tous les sens, moins à maintenir, mais ça coûte quand même cher à la fin. Donc là, c'est vraiment... on se repose cette question sur le Dynamo, le pourquoi on a eu besoin de mettre du change data capture un peu partout pour enrichir cette donnée presque par des boucles récursives. Donc là, c'est un vrai point de difficulté, complexité même, qu'on a actuellement et qu'il faut qu'on résolve dans les jours à venir. Oui. C'est le CTO qui parle. Je te laisse terminer. Il nous reste 8 minutes avec les questions incluses, donc je vais essayer de faire vite. Donc on a essayé de vous présenter tout ce qu'on fait sur ce projet-là, qui est donc en production, pas encore tout à fait en ligne. On a quand même des perspectives à venir. Toujours travailler sur l'aspect scalabilité automatique et optimisation des coûts d'infrastructure. On a quand même bien travaillé là-dessus, parce qu'on a beaucoup d'applications. C'est très performant, mais quand on ne fait pas gaffe au coût d'infra, la performance, tout de suite, ça monte vite. On va passer sur Kubernetes maintenant. On ne le faisait pas avant, parce que technologiquement, ce n'était pas encore nécessairement assez performant pour la gestion des ingresses, etc. Même si la scalabilité est top, en fait, la gestion du trafic était un peu compliquée pour nous. Là, aujourd'hui, on sent que c'est suffisamment mature. On va basculer sur cette couche-là. Ce n'est pas un gros effort pour nous, parce qu'on passe déjà d'un mode auto-scaling group avec les EC2 vers un mode conteneur qu'on a déjà en local. Donc on a surtout une production ready à monter. Mais donc là, c'est quelque chose qu'on va incessamment sous peu mettre en œuvre. L'aspect industrialisation. Là, on insiste beaucoup là-dessus. On a parlé de versionning de messages, on a parlé de versionning d'API. On ne l'a pas dit, mais on le fait. On va vraiment continuer à travailler dessus quand on a, alors comme beaucoup d'éditeurs, hein, pas de souci, mais plus de 150, 200 partenaires, plein de consommateurs. Cette couche d'industrialisation, si on ne veut pas être 300 développeurs sur une base de données, elle est vraiment essentielle pour vraiment avoir une partie peut-être blue-green deployment qu'on aura avec le conteneur pour avoir plusieurs versions d'API en parallèle, une partie bouchon peut-être dynamique qu'on va exposer en production pour nos partenaires internationaux pour qu'ils puissent disposer d'une version en avance de phase, pouvoir évidemment des tests automatiques dans tous les sens, etc. Mais là, on en est à peu près à, je sais pas, 60% d'avancement. Il faut qu'on aille sans doute plus loin en évaluant la couche quand même ROI pour voir si on ne fait pas de la surqualité non plus. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, c'est vraiment un volet que, comme on est en production, on va pouvoir vraiment s'atteler là-dessus un peu plus. Et puis, on avait mis le même logo tout à l'heure sur le slide. Finalement, les dernières avancées sur l'IA ou l'IA générative nous donnent pas mal de perspectives. On a cette mise en qualité qu'on fait de manière automatique, mais encore beaucoup manuellement pour des cas qu'on ne sait pas traiter. Mais vraiment, le rapprochement est quasi impossible. On voit qu'algorithmiquement, avec certains modèles, on serait capable d'aller un peu plus loin, si ça vaut le coup. Donc, calculer l'évaluation, enfin, évaluer le besoin en puissance machine d'un modèle versus garder peut-être une personne à faire de la mise en qualité manuelle. Donc là, c'est des choses qu'on regarde vraiment en détail pour être de plus en plus automatique, surtout de plus en plus performant. On ne fait pas ça juste pour se faire plaisir. Voilà, sur cette partie, 40 minutes de monologue. Il est temps d'avoir une petite partie questions, 5 minutes précisément. Si ça vous... pas de questions pièges par contre, s'il vous plaît. On n'y répondra pas.
Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce que vous faites des lambda ou du serverless et avec quelle technologie? Vous parliez tout à l'heure de Spring Boot. Sur la partie lambda, on en a sur la partie sécurité. Par exemple, nos API Gateway font de la gestion d'autorisation via des lambda. On n'est pas sur du Spring Boot, on est sur du Quarkus. Après, côté PMU, on peut avoir des lambda aussi en JS, voire en Python. Ça dépend. Nous, dans notre équipe, on a fait le choix de rester sur du Java et d'être sur du Quarkus. C'est performant et ça marche très bien. C'est une bonne question. La première, je pense qu'elle a été faite en Spring Boot. Ce fut la dernière. Lambda. Après, on peut avoir des lambda en Spring Boot pour de la gestion de données, c'est-à-dire que comme on alimente des sources de données, dans certains cas spécifiques, on n'a pas forcément des besoins de perf. Et donc, dans ce cas-là, le fait que le Spring Boot mette du temps à démarrer n'est pas forcément un problème pour nous. Et on peut récupérer de l'information et la stocker, par exemple, dans un S3 pour alimenter la data dans ce cadre-là. Mais de plus en plus, elles sont migrées. Soit en Node, soit en Quarkus, effectivement. Merci. Mais pas de Spring Boot dans les lambda, ouais, c'est clair. Enfin, sauf ce que tu as dit. Mais... Il y a toujours un mais. J'aurais dû préparer des questions. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez envisagé Apache Pulsar à la place de Kafka? On l'a pas testé, on l'a envisagé. On a fait un vrai bench au départ quand même, effectivement, de toutes ces parties-là. On a quand même fait un choix. J'ai beaucoup insisté, j'espère, sur la partie FinOps et simplicité. C'est vrai que nous, le mode MSK sur AWS, en serverless, donc managé par AWS, était quand même assez simple. On s'est posé la question, limite d'avoir aussi, alors il y en a d'autres frameworks, enfin d'autres solutions entre les Kafka on Kubernetes, enfin qui ne sont pas du Kafka d'ailleurs, mais les streams, les brokers on Kubernetes, ou d'autres solutions, ActiveMQ aussi, qui est un serverless sur AWS. On a préféré rester sur quelque chose d'assez standard et connu de quasi tous les développeurs. Et MSK, finalement, la couche serverless managée d'AWS nous va plutôt très bien. Donc, belle techno quand même, plus tard, mais on est resté sur quelque chose de simple. L'avenir nous le dira. On se rappellera dans 2 ans. Mais bonne question. Ça se passe plutôt bien. Il y a aussi le branchement natif, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ce qui est pratique avec MSK quand même, pour compléter la réponse, c'est qu'on a cette souplesse d'avoir quand même des lambdas directement branchés sur MSK, quasiment par configuration infra-as-code, donc ça c'est extrêmement facile. On a toutes les interactions de gestion de droit, donc tous les modules IAM, certificate manager directement branchés sur MSK. Donc, ça nous fait un package plus facile à gérer que de tout faire en spécifique ou manuel, en mode IaaS ou PaaS, qui sont plus longues en fait à maintenir. Donc là, l'écosystème en fait pour nous était parfait en termes de branchement tout intégré, quoi. Ok, merci déjà pour la presse, super. Je voulais savoir, moi, vous avez dit que vous avez beaucoup de partenaires partout dans le monde. Là, on a vu les briques un peu sur AWS. Est-ce que vous avez des points de présence du coup partout dans le monde aussi au niveau de votre architecture sur AWS? Point de présence physique, vous voulez dire des réplications? Ouais, des réplications MSK, des replicates de MSK. Non, voilà. pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est une vraie question qu'on se pose avec des évidemment partenaires très lointains. En fait, pour le moment, la latence, elle est plutôt bonne. Comme on est sur des messages assez petits, alors sauf le mode API qui peut être un peu verbeux, mais par choix, parce qu'on est sur de l'init parfois, voilà, des choses un peu longues. On n'a pas. Évidemment, il y a des endroits dans le monde sur lesquels on se pose de vraies questions de réplication. Typiquement le multisode de MSK ou une couche de cache, je sais pas, un cloud front très particulier pour les API, mais pour les messages, en fait, pour le moment, on n'a rien prévu, hormis peut-être du multi-région, mais ça répond pas à la question de la latence. Après, on essaie déjà que ça marche bien en France. Et après, on ouvrira à nos partenaires plus lointains. Non, en vrai, pour le moment, la latence est suffisante. Donc, on n'a pas prévu. Suivant l'augmentation du poids des messages, c'est pour ça le Havre aussi, quand même. Ça permet de réduire une partie du poids. On se posera la question. C'est dans notre plan de l'année prochaine de voir si on peut encore optimiser, mais pas cette année. Enfin, pas en 2024, voire mi-2025.
Mais c'est évalué quand même et mesuré, hein. Je vous rassure. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Au niveau de Glue, j'ai vu que vous utilisez du Spark, donc des parquets derrière, une base de données sous parquet. Donc, j'imagine que vos sources de données ne vous envoient pas toutes du parquet. À quel niveau vous faites et surtout comment vous le faites, cette conversion de données de partenaires vers du parquet? Merci. Alors, je peux presque, si on a le temps, on a 14 secondes visiblement. Sur la partie. C'est vraiment à ce niveau. En fait, effectivement, on récupère beaucoup de formats différents et beaucoup de XML, de fichiers plats, enfin tous les machins. C'est assez ancien, du JSON dans le meilleur des cas. Donc là, c'est vraiment la première étape de conversion. Elle est quasiment au niveau du raw ou du clean, je ne sais plus, mais elle est vraiment à ce niveau-là. On a un premier traitement glue qui effectivement fait de la conversion de schéma et uniquement de la conversion de schéma. Et après, on a l'étape de nettoyage où on va enlever toute la donnée inutile, enfin toute la donnée qui nous est inutile, et la transformer en nos objets métiers. C'est la première étape. Dans la première étape, on prend, comme c'est déposé sur l'S3, on prend, et là on a directement un parquet de données transformées, dès la première étape. Merci. Écoutez, merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Questions, n'hésitez pas à passer sur le stand, ça permettra de créer de la discussion. C'était cool.